mon écran. C'est normalement bon. Est-ce que Hervé ou Louis, vous pouvez me dire que vous voyez mon C'est bon, écran? nickel. C'est tout bon. Super. Parfait. Donc là, en plus, je vois la salle d'attente comme ça. Donc, on commence. On commence par présenter NBM. Donc, NBM, ça veut dire Nocturnal Bird Migration, qui est l'anglais pour définir le phénomène de migration nocturne des oiseaux. Et ce phénomène de migration nocturne des oiseaux, je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, mais c'est un phénomène biannuel qui concerne des milliards d'oiseaux et qui a lieu sur tous les continents. Les cartes que vous voyez ici, c'est des cartes qui sont soit issues de papier, soit issues de radars, qui permettent de matérialiser ce phénomène qui, par exemple, en Amérique du Nord, a concerné plusieurs millions d'oiseaux la nuit du 16 mai, et encore plus cette nuit, avec beaucoup, beaucoup de parulines qui remontent vers le nord. Donc cet phénomène, comme il se passe la nuit, eh bien on a du mal à la suivre. On a du mal à la suivre parce qu'il est quasiment impossible de mettre un ornithologue partout, dans tous les pays du monde, dans toutes les villes du monde, à écouter toute la nuit les chants qui se passent, enfin les cris qui sont émis par les espèces, parce qu'il est impossible de les visualiser forcément. Et donc on a depuis des années un système qui consiste à enregistrer ce phénomène grâce à des micros. Et l'enregistrement de ce phénomène, il s'est vraiment démocratisé pendant le Covid, où finalement les ornithologues ont beaucoup plus mis des enregistreurs et traité des spectrogrammes, des bandes sonores de plusieurs heures, en général 10 heures à la durée d'une nuit, pour détecter un cri, comme celui-ci, qui est celui d'un grand gravelot, et dire, bah voilà, il y a un grand gravelot qui est passé à cette heure-là, à l'endroit où je suis, au-dessus de chez moi, au-dessus d'un balcon, au-dessus de mon jardin. Cette nouvelle manière de faire de l'ornithologie, elle est super, mais elle est compliquée et elle est chronophage. Pourquoi elle est compliquée? Parce que déjà, il faut connaître tous les cris, toutes les variations de toutes les espèces. Quand on n'a pas de contexte, c'est super difficile, même pour un ornithologue confirmé. Et chronophage, parce que pour traiter 10 heures de nuit, s'il y a beaucoup d'espèces qui ont crié pendant la nuit, eh ben, il faut écouter au cas par cas et se dire, bah voilà, là, il y a telle espèce qui est passée, là, telle espèce qui est passée. Et on estime pour les nuits les plus rapides, les personnes vont prendre à peu près un quart d'heure et les nuits longues, ça peut prendre 2 heures le matin. Et ça, chaque nuit, si on étudie pendant toute la migration. Donc, on a besoin de traiter ces données et de traiter ces suivis qui sont de plus en plus réguliers. C'est pour ça qu'en 2020, le projet NBM est monté. Il est monté avec une équipe à la base constituée de membres de Biophonia. Je citerai Léo, je citerai Juliette, mais pas mal d'autres aussi. De membres de Natural Solutions, mais aussi de tout un tas de bénévoles. Randy, qui est intervenu au début, qui est développeur, des ornithologues, des passionnés de bioacoustique ou même juste des passionnés de la problématique, qui ont participé au projet et qui avaient et ont comme objectif de mettre à disposition une intelligence artificielle capable de détecter sur la bande sonore les cris et de les classifier, comme le ferait un humain. Ça permettra d'aller plus vite dans le traitement et surtout de cibler les espèces et de répandre finalement, de démocratiser cette pratique. Pour ce projet donc, 3 communautés qui ont été mobilisées depuis 2020, décembre 2020, environ 150 ornithologues, une dizaine de bioacousticiens, bioacousticiennes, data scientists, enfin des personnes qui adorent jouer avec les gros jeux de données, et des développeurs et des développeuses qui ont réalisé plusieurs, comment dire, qui ont obtenu plusieurs réalisations, atteint plusieurs objectifs, dont le premier, accumuler un grand nombre de données. Je ne sais pas si vous êtes familiers toutes et tous avec le principe de l'intelligence artificielle, mais c'est un peu comme un enfant, ça apprend, et pour apprendre, eh bien, il faut lui donner à manger. Il faut lui dire, mais, cet oiseau, il crie de telle manière, et donc pour ça, eh bien, il faut annoter des données, récupérer, bancariser, et c'est ce qui a été fait pour plus de 10 000 annotations. Maintenant, ça, c'est des chiffres qui sont anciens, et quasiment une centaine d'espèces, avec quelques espèces phares comme la grue ou le vanneau.
Une autre réalisation qui a été faite par ce projet, enfin pendant ce projet, par ces équipes et notamment l'équipe de développement, c'est une plateforme où, bah, justement ces annotations que de nombreux ornithologues, font et feront, et bah, il faut les déposer à un endroit pour que tout le monde puisse y accéder et de manière standard. Donc cette plateforme NBM que vous pouvez accéder au lien suivant, où vous pouvez accéder ou à laquelle vous pouvez accéder, pardon, au lien suivant, permet de bancariser, les heures d'annotation, un certain nombre de cris, voilà, au moment de la capture d'écran pour un certain nombre d'enregistrements. L'objectif, c'est bien sûr que toutes les données soient ouvertes et utilisables par tout le monde, puisque nous ne sommes pas les seuls à travailler sur la problématique. D'ailleurs, vous avez peut-être, pour beaucoup d'entre vous, assisté, à la super présentation du projet Vol de nuit. Eh bien, la bancarisation de ces données et la mise à disposition de celles-ci, permet la collaboration. Le gros sujet pour lequel, on est là aujourd'hui, c'est de présenter l'intelligence artificielle qui est fonctionnelle. L'intelligence artificielle, elle a été développée par tout un groupe de bioacousticiens, bioacousticiennes et de data scientists et c'est Louis, qui est porteur, moteur, et développeur principal sur ce sujet, qui va vous présenter, cette réalisation qui est la réalisation phare puisque, à partir de maintenant, et même depuis un certain temps pour ceux qui suivent sur le Discord le projet, vous allez, pouvoir accéder à l'intelligence artificielle et utiliser, ce merveilleux outil pour peut-être, traiter vos données. Louis, la parole est à toi. Yes, merci Adrien, super. Donc, je veux bien que tu gardes ton écran et juste je passerai la vidéo. Ah, tu veux que je la passe tout de suite? Non, non, mais Je la je passe tout garde de mon suite. Non, écran, non, c'est bon. Non, comme non, mais tu c'est veux. bon, c'est très bien. Allez. Je lance mon écran. Et du coup, je vais vous passer une vidéo de 2 minutes que j'ai enregistrée hier sur l'utilisation Kaggle pour faire tourner notre IA. Donc, je vais vous expliquer pourquoi déjà on utilise Kaggle et comment ça marche. Déjà, partage de l'écran. Tac, tac. Donc, comme l'a dit Adrien, on a, ça fait à peu près 1 an, je dirais, qu'on a une IA qui est fonctionnelle. Donc là, normalement, vous voyez, tu peux me confirmer, Adrien, que vous avez bien On voit tout à un fait lecteur vidéo. un script illisible qui fait peur, aux participants. Ouais. Alors, donc, pourquoi on utilise ça? Donc, l'IA, elle fonctionne. Elle a ses avantages et ses défauts, donc je vais vous parler juste après. Mais il y a un problème, le problème principal, c'est qu'elle demande beaucoup de ressources de calcul. Et on ne peut pas simplement la télécharger, chacun sur son laptop et la lancer comme ça, parce que c'est un peu trop gourmande. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est d'utiliser des ressources partagées gratuites sur Internet, et notamment via le site de Kaggle, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc il met à disposition, sous réserve de s'inscrire, un certain nombre d'heures de calcul par semaine, et même de calculs assez puissants, comme vous voyez peut-être sur la droite de mon écran, on a accès à des GPU. Donc c'est ce qui permet d'accélérer les calculs et les évaluations de gros programmes comme cette IA-là. Donc on a fait un tuto qui est accessible via le Discord, qui explique comment on installe l'IA et ensuite comment on l'exécute. Donc c'est vraiment en 2 parties. Je vous mettrai le lien après dans le chat. Mais typiquement, ça va ressembler à ça. Sur le GitLab, il y a 2 pages. La première, c'est comment on installe l'IA. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire, on se crée un compte, etc. Puis vous verrez qu'il y a un lien vers donc un drive où on a le modèle, donc l'IA entraînée, qu'il va falloir télécharger puis uploader sur Kaggle, etc. Donc ça, c'est installé, c'est expliqué pour la première, donc la première étape qui est de charger l'IA. Voilà, etc. Normalement, c'est suffisamment bien fait, même si Kaggle a changé depuis, c'est quand même assez direct. Et donc ensuite, pour l'utilisation, vous vous retrouvez avec, si vous avez bien suivi toutes les étapes, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle un notebook, un kernel Kaggle, donc avec des cellules de code. On n'a pas besoin de savoir les lire pour exécuter l'IA NVM. Donc ce qu'il va falloir faire, je vous l'ai condensé dans cette vidéo, donc je vais lancer et commenter en même temps. Donc typiquement, vous vous retrouvez donc ici avec cet écran. Donc la première chose à faire, c'est d'uploader. Donc une fois qu'on est là, vous allez uploader votre fichier son. Vous allez enregistrer.
dans Kaggle. Donc ça se passe à droite, là, vous cliquez sur le projet, vous suivez les étapes. Donc, vous suivez là, il faut cliquer sur un petit onglet, un Open in New Tab qui ouvre un onglet. Donc, vous vous trouvez sur une vision un peu plus large de votre projet. Hop, clique sur Nouvelle version, Upload File. Donc là, ça ne va pas afficher, mais il y a mon navigateur. Je choisis un fichier Wave. Donc là, en l'occurrence, c'était un enregistrement d'un Pythagore Rousse, qui m'est passé au-dessus l'autre jour. Donc j'ai mis ça, j'ai enregistré avec le téléphone. Et j'ai voulu voir s'il y a avait réussi à trouver et à identifier le fait. Donc, tac, 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 on upload, donc ça prend quelques secondes. Hop, super, hop, et on revient ici. Et ensuite, une fois qu'on est là, on met à jour, donc on regarde, on reclique sur le projet, check for updates. Donc normalement, il a trouvé le fichier, ok. Tac, 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 je vous passe encore un tout petit peu, c'est pas très intéressant. Ça charge. Hop. Voilà, nickel. Et là, on peut vérifier, on a bien notre servinus.ev qui est dans l'arborescente à droite, donc il a bien été uploadé. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement juste évaluer, donc on lance le code, on va évaluer les deux blocs de code, là, trois même, 3 cellules de code qui vont... Donc la première, c'est simplement, installe-moi tous les dépendances, les librairies dont j'ai besoin, et installe-moi le modèle qui a normalement été déjà uploadé et qu'on va trouver aussi à droite dans l'arborescence, même si là, il n'est pas affiché. Voilà, il y a quelques petites subtilités avec Kaggle qu'on n'a pas encore bien réussi à comprendre. Parfois, il n'est pas content avec l'arborescence. Mais bon, là, si vous avez des problèmes, vous pourrez vous adresser à nous directement dans le Discord. Donc voilà, j'ai exécuté la première cellule, tac, tac, il me upload le modèle, enfin, il initialise. Et ensuite, la seule chose à faire, finalement, après avoir uploadé le fichier, c'est simplement donc la ligne là qui est entourée, insert file name here. Donc, vous mettez le nom, vous remplacez Servinus ou n'importe quoi par le nom de votre fichier Wave. C'est vraiment la seule chose à faire dans les cellules de code. Et ensuite, paf, on les exécute. Donc là, c'est un fichier assez court, normalement, ça va aller vite. Normalement, ça s'arrête là. J'avais rajouté une cellule pour visualiser un petit peu les résultats, comme ça, c'est un petit peu plus interactif. Vous allez voir ici. Donc ça, c'est le résultat de l'IA sur mon fichier d'enregistrement. Du coup, vous avez un problème principal, c'est bien parce que cet enregistrement, il montre un petit peu les différentes choses qui se passent avec l'IA. Donc voilà, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est que, en fait, il y avait un bruit de fond, c'était en journée, donc je n'ai pas utilisé dans les conditions prévues par l'INBM, qui est censé être utilisé la nuit, sur des cris de migration nocturne. Donc là, il y avait une alouette qui chantait, et l'IA n'a pas été entraînée sur les chants d'alouette. Donc elle va se planter, ça c'est normal. Donc là, elle nous trouve un bécasso de Témin qui n'était pas là, hein, c'est un début du chant d'alouette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là la partie typique là qu'on reconnaît très bien. Et on voit que malgré tout, il arrive quand même à isoler quelques tronçons, à dire il y a quand même des choses sur lesquelles j'étais entraîné que j'arrive à reconnaître. Mais globalement, ça, il faut juste ignorer. L'intérêt, c'était vraiment juste de voir s'il arrivait à me retrouver mon Pythagore Rousse. On voit que le cri ressort, donc ça c'est pas mal. Et ça, c'est aussi un intérêt linéal et un peu particulier parce qu'elle est capable de détecter et d'identifier des cris qui seraient concomitants, mais dans différentes bandes de fréquences. C'est exactement ce qui se passe ici. Même si c'est pas un terrain là, elle est quand même capable de sortir deux prédictions qui se passent au même instant, mais dans des fréquences différentes. Et là, en particulier, elle arrive bien à identifier avec une confiance de 70%, donc ce qui est relativement correct, le cri de migre du pipite. Donc c'est pas mal. Et forcément, il y a énormément de faux positifs, puisque ça ne correspond pas à des... Donc ça, encore une fois, ce n'est pas des cisrins, etc. Parce qu'il n'a simplement pas été enregistré. C'est un signal sur lequel l'IA n'a pas été enregistré. Donc ça m'amène... Alors peut-être qu'on va pouvoir rebasculer sur les slides, Adrien. Yes. Hop, je te rebalance sur les slides.
Tac. T'es sur l'écran, c'est bon? Alors, yes, c'est bon. Nickel. Ouais. Donc du coup, ça, j'ai plus ou moins dit déjà. Donc apparemment, elle est relativement performante quand on reste dans le domaine sur lequel elle était entraînée, donc c'est-à-dire les cris de mine nocturne et les espèces qu'elle a appris à reconnaître. Donc forcément, si un cri de quelque chose qui passe et qu'elle ne connaît pas, elle va sortir n'importe quoi. Donc c'est une première limitation, mais qui n'est pas forcément très grave, puisqu'il suffit de enrichir la base, réentraîner l'IA. Ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc c'est quand même intéressant quand une cornée qui passe derrière et un merle devant, on arrive à reconnaître les deux. Et malgré tout, on a encore pas mal de faux positifs. Donc au-delà des espèces qui ne font pas partie de la base de données, il y a aussi souvent du bruit qui est détecté et identifié comme des cris d'oiseaux. Et ça, on n'a pas trop envie. Et donc, il faut retravailler un petit peu. Ça, c'est vraiment le chantier de la suite. Retravailler l'IA pour réduire au maximum tous ces faux positifs qui empêchent un petit peu de l'utiliser pour des applications plus scientifiques, on pourrait dire. Voilà, c'est pareil, on a quand même pas mal d'idées pour améliorer ces différentes choses. Une première, c'est travailler sur le jeu donné en lui-même. Donc peut-être inclure plus de bruit dans le jeu d'apprentissage pour rendre l'IA robuste à ces types de bruits. Donc par exemple, c'est des petits bruits de haute fréquence. On peut essayer de retravailler aussi la façon dont on va préprocesser les fichiers son et créer les spectrogrammes pour rendre l'IA plus robuste à ça. Et aussi, il y a une possibilité qu'on va lancer d'améliorer l'IA en tant que telle, qui est basée, aujourd'hui, elle est basée sur un modèle qui commence à être relativement vieux à l'échelle des avancées extrêmement rapides de l'IA. Et on aimerait bien aussi l'améliorer, lui, basé grâce à des architectures un peu plus récentes, quoi. Donc on espère qu'en jouant sur ces deux tableaux-là, on va gagner, enfin on va observer un gros gain de performance et puis réduire pas mal tous certains problèmes qu'on observe avec l'IA actuelle. Voilà. Mais toujours est-il que il y a actuellement une IA qui est gratuite, accessible à tout le monde, et que vous pouvez utiliser tant que vous voulez via le lien Kaggle. Super, merci Louis. Et je préciserai aussi que cette IA là, tu l'as montré sur un contexte de jour parce que tu étais très content qu'elle ait détecté justement ce pipi de ta gorge rousse en plein jour malgré un contexte difficile. Donc ça veut dire que l'écrit en fait finalement, quand elle a été entraînée, elle les trouve facilement. Ça, c'est quelque chose qu'on note vraiment beaucoup par pas mal de tests. Elle a une très bonne capacité de détection, une trop bonne capacité de détection d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de l'entraîner sur des sujets bruités. Elle va avoir tendance à vous détecter beaucoup de bruits qui n'existent pas et ensuite de pouvoir classifier quand elle connaît très bien. Par contre, quand elle connaît pas, elle va vous ranger peut-être des pinsons en ortholan parce que les ortholans, ils ont été surannotés dans la base de données. Donc, il y a quelques équilibres à faire, mais sinon, dans la nuit, je vous invite à tester. Moi, j'étais assez bluffé déjà sur la toute première version sur les limicoles, notamment les grands gravelots, les chevaliers guignettes, ça marche super bien. Donc, n'hésitez pas à la tester si vous faites de la NOCMIG et à voir aussi ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas et le faire remonter sur le Discord. Ouais, exactement. En fait, il faut garder en tête que l'IA est loin d'être parfaite. Il ne faut pas du tout lui faire confiance aveuglément. Elle a quand même pas mal de biais. Et il y a aussi, quelque part, c'est un peu rassurant, c'est qu'on a une grosse marge de progression. Il n'y a aucun post-processing. Par exemple, ce serait facile de dire, si tu me sors un Picasso de tes mains, par exemple, avec une alouette, essaie de revoir un tout petit peu ta copie. Il y a des associations d'oiseaux qui sont plus faciles, qui sont plus probables que d'autres, etc. Donc il y a aussi beaucoup de choses à faire. On est toujours à la recherche de gens motivés pour travailler sur l'IA. Si ça vous intéresse, faites-vous connaître sur le Discord. Il y a aussi encore beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là. Justement, on va peut-être laisser un premier temps de questions parce qu'on est rentré très vite dans le vif du sujet. Je vais remettre ma caméra comme il n'y a plus le partage d'écran. On est rentré très vite dans le vif du sujet, donc il y a des personnes ici qui ne connaissaient pas le sujet de la NOCMIG, ça restait à représenter un certain pourcentage, et d'autres qui ne connaissaient pas le projet NBM, et d'autres qui attendaient peut-être les résultats. Donc, est-ce qu'il y a certaines personnes, n'hésitez pas à lever la main, à poser dans la question dans le chat, qui voudraient partager des retours
sur ce qui a été fait, ce qui est fait. Je reconnais ici beaucoup de personnes qui ont participé à la notation de nombreux fichiers. Donc ça, c'est grâce à ces personnes-là aussi qu'on a une IA qui a été capable de classifier beaucoup de, beaucoup de données. Il y a une main levée, je crois. Anaïs, bah, n'hésitez pas. Ici, il tutoie par défaut. N'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez ça? Très bien, oui. Merci pour la présentation. Nous, on utilise Kaggle avec le MNHN. Et j'avais une question, est-ce qu'il est possible d'envoyer plusieurs fichiers en même temps? Et en fait, par exemple, une nuit, j'ai 10 heures, j'ai des fichiers de 1 heure. Est-ce que je peux faire une loupe avec votre code pour tout analyser en une fois? Parce que ce que je fais manuellement, c'est que je change le nom du fichier, quoi. Ouais, c'était une limite de l'IA. Je crois qu'on l'a pas résolu, à moins que je me trompe. Mais ouais, clairement, là, il faut que tu réuploades à chaque fois. Donc, c'est le truc un petit peu pénible. Et si le fichier est trop gros, c'est possible que tu aies une memory error aussi. Donc, il faut que tu les coupes et que toi-même, à la main, bah, tu les déposes les uns à la suite des autres. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui change, enfin, qu'on a clairement identifié, qui devrait changer dans le futur. Tout à fait, parce que le but, c'est que ça accélère le traitement et pas que ça soit quelque chose de pénible. Donc, c'est vrai que moi, je découpe aussi les fichiers, souvent en fichiers d'1 heure. Et bah, je les dépose tous d'un coup, pour le coup. Mais après, je change l'identifiant et c'est sûr que ce serait intéressant de boucler sur le contenu du dossier, mais c'est une bonne question. Merci Anaïs. Merci. Salut Paul demande une estimation à la louche du temps de traitement pour une nuit de durée moyenne. Une estimation à la louche, Louis, le temps que je me fasse mes calculs parce que je pense assez précisément. Moi, ce que j'avais en tête, c'était 12 secondes d'audio qui sont traitées en 1 seconde. Mais c'était sur mon laptop, là. Je pense que l'IA... Ça va beaucoup plus vite sur Kaggle. Ouais, Kaggle, c'est un peu plus rapide. Donc, typiquement, pour 12 heures d'audio traité en 1 heure, donc 6 heures en une demi-heure, et sans doute un petit peu moins, quoi. Mais c'est l'ordre de grandeur, quoi. Ouais, en fait, moi, j'ai une division quasiment par 60, parce que pour 3 heures, j'ai 3 minutes. Ok. Je pense. Donc c'est ça, on est sur de l'ordre de la... Je pense, du quart d'heure, le temps que le petit déjeuner soit pris et que le café coule le matin, normalement ça processe. Et puis après, ce qui est bien, c'est que ça peut être fait pendant une autre activité, parce que c'est pas vous qui travaillez. Et puis après, ça peut être ensuite analysé a posteriori et comparé, parce qu'encore une fois, ça doit être un outil qui facilite, mais pour l'instant, on n'est pas, c'est pas un ornithologue expert autant que Paul le serait en l'occurrence, ou que d'autres ornithologues très confirmés. Par contre, ça peut être un bon point d'entrée pour la détection. Loïc, Paul, si tu n'as pas ta réponse, enfin si ça ne te suffit pas, n'hésite pas à commenter dans le chat. Loïc Salon, est-ce que l'IA sort un tableur avec les résultats, espèces, probabilité, nombre de contacts? C'est vrai qu'on aurait pu montrer ce tableur. Si tu en as un d'ouvert, tu peux partager ton écran, mais sinon, c'est en effet fréquence de basse, fréquence haute, temps de début du cri, temps de fin du cri, espèce identifiée et score associé. C'est ça qui ressort. C'est sous un format TXT parce que c'est ça qui permet de les visualiser sur Audacity. Mais c'est une demande qui a été faite à Louis de transformer ça en CSV. Et d'ailleurs, j'ai fait une routine, c'est vrai, j'ai fait une routine là pour faire des analyses massives des performances de l'IA qui permet de passer de ce format texte au format CSV. Donc, elle est probablement disponible quelque part sur le Discord. Donc, Loïc, si ça vous intéresse, je peux vous la transmettre. On peut vous la transmettre. Samuel précisait que ce qui prenait le plus de temps, c'est l'upload des fichiers son. Oui, c'est tout à fait juste. Finalement, la seule chose compliquée, c'est d'avoir le temps de déposer les gros fichiers de plusieurs centaines de mégas, voire plusieurs gigas. Une question plus technique. L'IA fonctionne-t-elle en deep learning? Avez-vous envisagé la technologie blockchain pour augmenter la capacité de calcul? Oui. La question technique est à toi. Blockchain, non, j'avoue. Je sais même pas comment on pourrait faire. Pour l'instant, ça tourne sur un GPU. Hein. C'est même pas du multi-GPU. C'est pas non plus un truc monstrueusement lourd. Hein.
mais juste trop pour les ordinateurs portables de tout un chacun. Et sinon, oui, c'est de l'IA, c'est le modèle précis, ça s'appelle Faster RCNN, donc c'est un modèle de détection d'objets avec un feature Pyramid Network. C'est des trucs qui sont sortis en 2016. Il y a la doc qui est aussi sur le Discord, normalement. Il y a différents papiers scientifiques qui détaillent, enfin qui introduisent ce truc-là. Et après, il y a plein d'implémentations qui sont déjà accessibles sur des sites divers et variés, genre Hugging Face, je pense, ou PyTorch, TorchVision, etc. Super, merci. Et nous, on a un GitLab aussi où le code, oui, voilà, on a déjà le code de l'IA est accessible accessible à tous. Donc, si vous avez, c'est en PyTorch, donc il faut maîtriser un petit peu, mais après, tout le monde peut l'utiliser, le modifier, etc. C'est vraiment accessible. On est toujours dans cette démarche d'open source, open data qui permet d'avancer parce que déjà, on n'a pas les moyens techniques et financiers d'aller aussi vite que. Là, il y avait le MNHN qui en parlait, le CNRS ou d'autres institutions européennes, mais par contre, à notre échelle, on sait qu'on peut faire beaucoup avancer en mettant à disponibilité tout ce travail formidable des ornithologues, des bioacousticiens ou des développeurs. Il y a Loïc qui a rebondi sur notre réponse et qui demande si c'est prévu d'étendre l'analyse au champ. Et bien là, je vais me permettre de prendre la réponse. Donc, l'association qui a été créée suite à ce projet en 2021, donc fin 2021, qui est constituée des membres Hervé, Louis, Juliette, Léo et moi, a dans les statuts le fait de s'intéresser uniquement à la problématique de l'automatisation du suivi de la migration nocturne à des fins d'utilisation par les ornithologues amateurs. Pourquoi ces spécifications et pourquoi ne pas tout faire? Déjà parce que y a des personnes qui font tout bien et scientifiquement et qu'à notre échelle, c'est très compliqué de faire quelque chose de robuste et que Biophonia, notamment, représentée par Juliette, travaille sur cette problématique-là et la bioacoustique, c'est aussi complexe que l'est la biodiversité, donc on ne pourra pas faire un outil qui satisfait tout, sauf si on s'appelle le Cornell Lab et qu'on a Berlin Bird ID. Mais je ne sais pas si vous connaissez cette application, elle est formidable, mais elle aussi, elle a des erreurs, alors qu'ils ont des moyens illimités. Donc nous, on veut se spécifier pour être plus précis et pour s'intéresser aux ornithologues seulement amateurs. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie que demain des bureaux d'études ou des associations utilisent cette intelligence artificielle de manière forcément experte en disant, voilà, l'intelligence artificielle a dit, donc il est passé telle espèce et telle espèce sur un site sensible, sur des gros enjeux de conservation. Donc pour ne pas prendre le risque de mettre en péril une espèce ou une association ou un bureau d'études, on préfère se restreindre aux cris d'oiseaux la nuit pour les ornithologues amateurs. J'espère que la réponse était claire, Loïc. Mais toutefois, il est possible de s'entraîner aussi bénévolement pour faire quelque chose avec des champs, en utilisant des modèles qui soient similaires ou améliorés. Il y a des milliers de démarches dans ce sens-là. Grégory soutient cette réponse. C'est une réponse mûrement réfléchie, ce n'est pas seulement la mienne. Et c'est d'ailleurs pas que les membres du bureau qui l'ont décidé, c'est aussi quelque chose qui a été beaucoup discuté par la communauté, qui a encore une fois énormément participé et qui continue à participer. Je ne vois plus d'autres questions dans le chat ou de main levée. Donc, je ne sais pas combien de temps ça fait de réunion, il est 18h30, donc ça fait une trentaine de minutes qu'on est là. On a Léo qui peut participer, qui a fait un aller-retour de main levée. Qui s'est trompé, désolé. Qui s'est trompé, pas de problème. Et il est donc le moment de passer de c'est bien, on est arrivé à l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a, hop, est-ce que vous voyez mon écran? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on a besoin de faciliter le dépôt de données, améliorer l'IA et s'interfacer avec le milieu des experts. On va vous présenter le premier point, rapidement, mais je vais dire un peu tout le global. On a besoin de faciliter le dépôt de nouvelles données parce que c'est le nerf de la guerre. N'importe quel data scientist vous dira qu'il n'y a pas forcément besoin d'être le meilleur
IA personne du monde, la meilleure personne IA du monde, il faut que le jeu de données, lui, soit exceptionnel. Les modèles aujourd'hui, ils sont hyper évolutifs, hyper rapides, hyper performants. Il est assez complexe de les comprendre, c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme Louis. Mais le plus important, c'est d'avoir des données de qualité et en quantité. Et pour ça, on a besoin d'une communauté qui annote de manière la plus large possible. Et on a mis à disposition un script Python pour accélérer l'annotation de fichiers issus du Xenocanto. Ça va vous être présenté juste après par Hervé, qui a fait un travail formidable, qui est parti d'un ordinateur sans Python, sans rien, avec des connaissances vraiment basiques en informatique, à l'annotation massive. Ensuite, on a besoin d'améliorer l'intelligence artificielle en elle-même, avec des entraînements réguliers, évoluer les technologies, tout ce que vous disiez déjà, Louis, et de faciliter son accès. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de vous partager de manière plus précise, mais on travaille aujourd'hui avec une entreprise qui met à disposition de manière bénévole des ingénieurs pour faciliter l'accès à l'intelligence artificielle. C'est trois personnes que je remercie, je ne sais pas si elles sont là d'ailleurs aujourd'hui, que je remercie, qui vont essayer de mettre à disposition de manière plus facile, peut-être télécharger l'IA sur votre ordi et l'utiliser en local, peut-être ne pas avoir à se connecter, enfin on ne sait pas, c'est elles qui vont nous dire, pour que ça fasse pas peur et il n'y ait pas trop d'étapes qui vous embêtent. Enfin, on va besoin d'analyser ce modèle, d'analyser ses performances, savoir vraiment aujourd'hui si l'ortolan il passe tout le temps à 100% ou s'il passe dans les mailles du filet, est-ce qu'il est sous-détecté, il est surdétecté, comment ça se passe, est-ce qu'on a tendance à rater par exemple les cris graves, les cris aigus, est-ce qu'on a tendance à rater les suites de chant, enfin bref, qu'est-ce qu'on n'a pas, eh bien on essaye d'automatiser l'analyse et ça c'est ce qu'on a fait grâce à un script qui va prendre un jeu qu'on appelle de test et voir si l'IA s'améliore. Donc ça, on essaiera de vous partager au fur et à mesure des entraînements de l'IA, l'amélioration. Et enfin, on s'interface avec d'autres projets. On participe à un groupe de travail NOCMIG, groupe de travail qui permet de satisfaire cette problématique peut-être à plus large échelle avec le plus grand public. On fait des collaborations avec le projet Vol de nuit, dont Paul et Louis font partie. Je ne sais pas si Louis est là, j'ai vu que Paul était là. Et on échange avec des experts dans tous les domaines pour dire ce qui a marché chez nous, la mise en place de la communauté, l'open source, l'open data, ce qui a moins bien marché, et ce qu'on peut faire pour améliorer cette problématique, parce que l'enjeu, je pense que vous avez vu le papier à la mode qui est que 800 millions d'espèces d'oiseaux ont disparu ces dernières années, c'est d'aller vite. C'est d'aller vite pour comprendre très vite ces phénomènes qui sont beaucoup plus importants qu'on l'imaginait. Donc maintenant, être passé par-dessus très vite tous ces enjeux qui sont au quotidien et auxquels vous pouvez participer à votre manière. On va vous partager l'enjeu clé qui est faciliter le dépôt de nouvelles données, continuer à annoter pour avoir des informations de qualité. Et pour ça, je vais vous partager la vidéo de Hervé qui a fait un tuto sur ce script Python. Elle dure un peu moins de 10 minutes, normalement, en accéléré. Et je peux juste préciser quelque chose. Bien sûr. Parce que donc, du coup, la notation des données, elle a deux aspects. Il y en a, enfin, le premier, celui que vous connaissez, enfin, que la plupart de ceux qui sont ici connaissent déjà, c'est la notation de vos propres enregistrements. Ça, c'est très bien et on est toujours évidemment en attente de. Enfin, plus il y aura de données à noter par exemple, plus ce sera, enfin, mieux ce sera. Mais ça aussi, ça a des biais, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qu'on. Je pense pas que tu l'as dit, je sais pas si tu l'as dit. Il y a des espèces qu'on va avoir beaucoup, d'autres qu'on va avoir très peu. Et en particulier, enfin, voilà, c'est celles qu'on entend beaucoup, on les aura beaucoup dans la base, mais on aimerait bien que l'IA soit un peu plus performante, c'est pour ça qu'elles sont un peu plus rares. Et dans ce cas, on n'a pas trouvé d'autre solution que d'aller taper dans la base de Xenocanto. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de partage d'enregistrement audio à noter, qu'on a mis. On a essayé une première fois de mettre au format de nos données, mais ça prend beaucoup de temps, ou alors c'est fait automatiquement par l'IA. Mais les annotations automatiques, elles sont un peu crado souvent. Donc, on a décidé de faire un protocole pour le faire à la main. Donc, on s'est dit, tant pis, on va le faire en une fois, ça va prendre du temps. Mais au moins, on aura une base clean à partir de Xenocanto qui va venir compléter là où on a des trous sur la base NBM.
Et donc, du coup, c'est ce processus-là qui est présenté donc, par Hervé dans cette vidéo. Génial. Bah, merci pour la précision. Je vais lancer la vidéo. Je vais juste voir si je peux la mettre. Voilà, on avait dit qu'on la passait en 1,5 parce que comme elle est en format tuto, on prend bien le temps de tout expliquer, mais je vous la passe. Louis, tu peux me dire, si tu entends maintenant? Dans cette vidéo, je vais vous Nickel. expliquer le nom d'un script, le script Parfait. magique Xenocanto. Je vais commencer juste par montrer à quoi il sert en fait. L'idée en fait, c'est de récupérer plein d'enregistrements de la même espèce, de différentes qualités. Là, si on regarde à l'écran par exemple, on a des cris de gomme-bouche gris, et on se rend très vite compte qu'ils sont tous très différents. Ils sont très différents en durée, ils sont très différents en fréquence, bref, ils ne se ressemblent pas, et pourtant, il faut que l'IA les attribue à la même espèce. On a donc besoin d'avoir beaucoup d'enregistrements de la même espèce. En plus, on a des conditions d'enregistrement qui peuvent être vraiment différentes. Là, par exemple, l'enregistreur, ou du moins le traitement de l'enregistrement, a utilisé un filtre. Ici, on a les fréquences hautes qui sont filtrées. Parfois, on va avoir plus de bruit ou moins de bruit. Ou des fois, on va avoir du son en même temps que le cri. Et ça aussi, il faut que l'IA apprenne à le gérer. En gros, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit flexible pour être efficace. Pour ça, on s'est basé sur les enregistrements de Xenocanto. Donc Xenocanto, c'est une énorme base de données de cris d'oiseaux, vraiment immense, hein, plusieurs dizaines de milliers d'enregistrements. Et quand quelqu'un dépose un enregistrement dans Xenocanto, il lui attribue une note qui correspond à la qualité de l'enregistrement. A, si l'enregistrement est vraiment de très bonne qualité, s'il n'y a pas de bruit de vent, pas de bruit de voiture, que sais-je, pas de parasites. E, si le son est vraiment pourri, avec du vent, de la pluie, ce genre de choses. Là, je suis sur la page du bruant ortolan. Alors, on voit qu'il y a 49 pages comme ça. Donc si on doit aller chercher dans tous ces enregistrements, ceux qui vont nous être utiles, ça va nous prendre beaucoup de temps. Le but du script Magic Xenocanto, c'est d'automatiser tout ça. Alors c'est ce que je vais vous montrer juste maintenant. Pour installer ce script, il y a un petit préalable, c'est qu'il faut installer Python, et puis il y a une petite démarche à suivre. Pas très long. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander dans le Discord, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner un coup de main, c'est pas un souci. J'y suis arrivé, donc c'est jouable. C'est pas hyper compliqué. On fera sans doute une vidéo au sujet de cette installation un petit peu plus tard. Deuxième préalable, il faut avoir accès à un dossier et un fichier partagés, donc, qui vont se trouver dans le Discord, ils n'y sont pas encore, mais ils y seront bientôt. Donc on a un tableur, qui est là, et on a un dossier partagé des annotations, qui est comme ça. Dans ce dossier, on retrouve en fait tout ce qui a déjà été annoté. Alors, en ce qui concerne l'utilisation, on commence d'abord par aller dans le tableur. Alors, je vais vous montrer vite fait comment il est fichu. En fait, pour chaque espèce, on a 5 lignes. Chaque ligne correspond à une note attribuée sur Xenocanto pour les enregistrements. Là, par exemple, pour le nickname criard, eh bien, on a une ligne d'enregistrement qualité A, B, C, D ou E. Donc déjà, dans ce fichier, on va pouvoir essayer de se faire plaisir. Alors, vous avez vu qu'il y a des lignes qui sont vertes, d'autres qui sont blanches. Quand c'est vert, c'est que quelqu'un s'en est déjà occupé. Du coup, ça ne sert à rien de le faire. Quand c'est orange, hop, comme là, pour ce pipit là, eh bien, quand c'est orange, c'est quelqu'un est en train de le faire. Là, par exemple, Adrien Pajot, le 10 mars, il a téléchargé 18 fichiers de pipit sur Xenocanto et il est en train de les annoter. Quand il aura fini, il mettra tout ça en vert. Donc, je sais pas, mettons que j'ai très envie de me faire du broant ortolan et allez, de qualité C par exemple. Voilà. Eh bien, je me mets là, sur cette ligne ici, cette colonne-là, et on a une requête en fait. Là où je me suis posé, c'est une requête que je copie. Je vais maintenant ouvrir un terminal. Donc sur Windows, je clique sur le Windows, je fais exécuter. CMD, j'y vais, c'est parti. Je colle ma requête. Donc ma requête, elle veut dire je cherche du bruant ortolan de qualité C dans Xenocanto. J'appuie sur Entrée. Il cherche, et il m'en trouve 188. Donc là, j'ai plusieurs choix. Soit je lui dis oui, je les veux tous. Ou alors non, j'en veux aucun. Ou alors, si j'ai le temps de m'en faire 10, eh ben, je mets 10. Ici. C'est parti. Il est en train de me les charger. Et en fait, il est en train de me les copier
dans un dossier qui s'appelle test super package, qui a été créé sur mon ordi. Avant de continuer plus loin, comme je suis en train de m'occuper de 10 enregistrements de bruyants ortolans de qualité C, eh bien, cette requête, je la passe en orange pour dire à tout le monde que je suis en train de le faire, que je suis en train d'en prendre 10, non, qu'il y en avait 188, que je suis en train de faire 10, je mets la date, je mets mon nom, etc., etc. Je me rends dans le dossier test super package, et là, je vois un dossier Amberizza Ortuana que j'ouvre et dans lequel je trouve 10 fichiers audio qui viennent de Xenocanto et qui ont été attrapés automatiquement par le script Magic Xenocanto. Je prends le premier par exemple, je l'ouvre et c'est parti. Donc là, on voit ici un cri bien défini que je vais pouvoir annoter. Non, je fais ça un peu vite, hein. Hop, il est annoté. Maintenant, j'exporte mon marqueur. Alors, on me demande de lui attribuer un nom. Alors, le plus simple, c'est de lui attribuer le nom du fichier son sur lequel j'étais. Hop, c'est envoyé. Et donc, si je me retourne dans mon dossier ici, je me retrouve avec le fichier son qui a été téléchargé de Xenocanto et l'annotation qui correspond. Cette annotation, je n'ai plus qu'à l'envoyer dans le dossier des annotations qui est ici. Hop, toc. C'est parti, il y est. Et pour finir, une fois que j'ai tout terminé, une fois que j'en ai fait 10 par exemple, j'ai fait mes 10, et bien, je mets ma ligne en vert et j'ai terminé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, il y a le Discord NBM qui est là pour ça aussi. Super. Bah, merci Hervé pour ce tuto, cette vidéo. Je pense que elle permet de bien comprendre comment aller annoter des fichiers Xenocanto. Et il ne faut pas oublier que le fait qu'on ait ces fichiers texte qui aient le même nom que les fichiers audio, ça permet d'entraîner l'IA pour n'importe qui. Demain, quelqu'un qui veut utiliser la base Xenocanto, ce qui est le cas par exemple de Merlin Bird ID, qui est fait par le Cornell Lab, donc c'est vraiment les plus gros mastodontes, ils utilisent la base Xenocanto. Et ben, ils pourraient utiliser nos annotations parce qu'elles ont l'identifiant du fichier, comme vous l'avez vu à la fin du fichier audio. Donc ça, c'est un espèce d'appel à l'action. Si demain vous voulez participer, continuer à participer ou vous y mettre, à annoter, vous avez tout un tas de documentation et une possibilité de le faire grâce à cette vidéo, grâce à ces différents scripts. Et ça ne nécessite pas de compétences informatiques particulières. Et si ça en nécessite, n'hésitez pas à nous contacter sur le Discord. Peut-être qu'il y a des questions sur l'intérêt de cette annotation par Xenocanto, peut-être des personnes qui voient des problèmes ou alors des enjeux positifs. Bref, on laisse encore un temps de questions à ce sujet. Oui, Lorraine, salut. Depuis l'Afrique du Sud, tu nous rejoins. Salut, merci pour la présentation, c'était cool d'avoir un update de tout ce qui a été fait et tout le travail, c'est super impressionnant tout ce que vous avez fait. Ma petite question c'était, bon, je ne connais peut-être pas assez en oiseau, mais il me semble, est-ce que les cris de nuit sont différents de jour, puisque Xenocanto ça va être surtout de jour, est-ce que du coup ça va réussir à combler ce manque qu'on peut avoir sur la database de nuit? La question, elle est excellente et peut-être que Louis, je vais te laisser répondre sur les catégorisations qu'il y a dans Xenocanto parce que tu l'as prévu dans ta requête. Ouais, tout à fait. Donc, je peux pas te répondre scientifiquement, Lorraine, je sais pas. Mais en tout cas, tu as une option dans la requête, donc dans la requête Python, tu as une option sur le type, c'est exactement le même type qu'il y a dans Xenocanto. Donc par défaut, tu peux mettre nocturnal flight call, donc comme ça, tu es sûr que tu as les cris de migre nocturne. Et après, c'est un peu un compromis.
en fonction du nombre de cris que tu vas avoir, il y a certains oiseaux, bah, tu vas avoir très peu de nocturnal flight call et tu vas avoir plus de flight call. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a assez peu de différence. Mais ce qui va se passer souvent, c'est que dans les flight calls diurnes, bah, tu vas avoir d'autres oiseaux, des chants, etc. Et ben ça, bah, soit c'est un peu compliqué si tu veux tous les annoter, sachant que probablement l'IA ne sera pas entraînée à reconnaître les champs, donc ça va rester, tu vois, du faux négatif, ça va un peu compliquer les choses, quoi. Donc, disons que moi, je suis pas contre le fait de... Enfin, je pense que c'est une bonne idée de mettre aussi des flight calls quand il n'y aura pas assez de nocturnal flight call pour des espèces qu'on a quand même envie de bien classifier. Mais bon, peut-être qu'il y aura... Enfin, il faudra être un peu plus picky, quoi, sur les... On ne prendra pas tous les fichiers. Où il y a... typiquement, où l'oiseau il est vraiment juste dans le fond, il y a souvent plein d'espèces dans les enregistrements de Xenocanto. C'est pour ça aussi qu'on a une autre option, là, le petit -LT, ça veut dire less than, c'est pareil que c'est les mêmes options que Xenocanto, c'est un nombre de secondes. Là. Donc là, par défaut, on prend tous les enregistrements de jusqu'à 30 secondes en nocturnal flight call, mais ça peut être changé aussi. Typiquement, si on veut réduire au maximum le nombre d'espèces parasites, entre guillemets, on peut mettre un LT de 10, de prendre des enregistrements en cours comme ça, on a plus de chances de prendre juste l'espèce d'intérêt et de ne pas avoir tout le reste derrière. Voilà. Ouais, c'est une excellente réponse et je crois qu'il y a des oiseaux qui crient différemment entre le jour et la nuit, mais je dirais pas que c'est marginal, mais en tout cas, c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter parce qu'il y a beaucoup des oiseaux qui font les mêmes cris. Il y a beaucoup d'oiseaux qui passent en début de nuit, en fin de nuit, qui font les mêmes cris que ce qu'ils feraient en début de journée, en fin de journée. Donc là, on prend les nocturnal flight calls en type catégorie parce qu'on sait qu'ils ont été enregistrés dans un contexte qui est celui qu'on vise pour l'IA, celui où il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de chorus matinal, il n'y a pas le bruit de l'activité de voiture à 100%. Mais comme l'a dit Louis, quand il n'y a pas assez de données, on met les flight calls aussi. Après, ça peut être bien aussi qu'il y ait d'autres... Si c'est pas d'autres oiseaux, mais s'il y a d'autres bruits de fond, c'est super et on les veut, ces trucs-là. Parce que tout ça, il faut se dire que tout ce qu'on donne dans l'IA, c'est des situations dans lesquelles on aimerait bien qu'elle soit performante. Et typiquement, on aimerait bien, dans l'idéal, qu'elle soit performante les jours où il y a de la pluie, du vent, etc. Donc, il ne faut pas juste se contenter de mettre nos enregistrements propres, mais il faut aussi en mettre avec de la pluie, du vent, exactement dans les situations dans lesquelles on aimerait bien qu'elle fonctionne. Et donc justement, pour ça, vous avez la possibilité de moduler cette requête. S, c'est l'espèce. Vous mettez celle que vous voulez. T, c'est le type de cri ou de chant. Donc vous pouvez mettre song, flight call, nocturnal flight call. Vous pouvez mettre toutes les catégories qu'il y a sur Xenocanto. La durée, vous pouvez la mettre de 0 à une infinité de secondes. La catégorie de A à E, comme vous l'aurez compris. Et le dossier, c'est le dossier tel que vous l'avez noté. Voilà pour ce bloc-là, je crois avoir vu des questions. Oui, il y a Paul qui demande, il y a parfois, rarement, des erreurs d'identification ou de saisie sur Xenocanto. Est-ce que vous faites un post-vérification? Bien, là, il a fait vite, Hervé, pour le tuto, mais personnellement, et je crois que c'est le cas de tout le monde ici, on annote tout ce qu'il y a. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça va nous sortir un fichier son, oui, qui va durer 30 secondes. Sur ces 30 secondes-là, enfin qui va durer jusqu'à 30 secondes, et sur ces 30 secondes-là, il va y avoir 3 cris du pipi des arbres, mais il va y avoir aussi un cri de farlouse et 2 cris de pinson. Donc on se force à réécouter et à noter l'ensemble des cris qui sont sur le fichier son et de les catégoriser comme il se doit. Donc oui, des fois, il y a des erreurs d'identification. Des fois, elles sont un peu plus subtiles, pipite des arbres, pipite à deux olives. Mais on essaye d'être le plus vigilant en faisant nos annotations. S'il n'y a pas d'autres questions sur ce bloc-là, faut savoir que grâce à ça, on réentraîne le modèle et on réentraîne le modèle en partant du principe que pour l'instant, on prend que des catégories E. C'est un peu le défi qu'on s'est fixé avec l'équipe là qui a commencé à tester ce package, c'est que on tire toutes les données de Xenocanto en catégorie E pour une espèce, pour que ce soit vraiment des données un peu pourries, où il y a beaucoup de bruit, ou alors beaucoup d'autres espèces. Et ça donne lieu à des moments où justement il y a de la pluie, justement il y a du vent, c'est peut-être des espèces plus rares, et ça va permettre d'éliminer les faux positifs, parce que l'IA va apprendre à ne pas détecter ce bruit. Elle va apprendre juste à détecter
cette puissance sonore qu'est le cri de l'oiseau. Hervé, tu souhaites participer? Vas-y. Ouais, je voulais juste rajouter un truc sur le fait que ça peut être aussi pour nous l'occasion là, de mobiliser des gens à un moment donné. Voilà, si on veut que l'IA elle soit efficace sur tel piaf, parce que c'est bientôt la saison, admettons quoi. Eh ben, on peut lancer un appel et bim, on peut tous récupérer des sons à noter. Et voilà, en l'espace de 4 heures, on a annoté, je sais pas combien de fichiers, et bim, on peut les balancer dans l'IA et c'est parti. C'est très, très bon moment pour le dire. Merci à ça. C'est vrai qu'on va essayer on appelle ça les hackathons, souvent en développement, d'essayer de coder le plus en un temps. Ben là, on pourrait faire des identi-hackathons, où le but, ce serait de prendre 4 heures à un moment avec tous les ornithologues qui se sentent compétents et qui ont envie de participer, et de se dire, bah là, on se met tous soit dans une même pièce en physique en France, soit en visio pendant 1 heure, et on annote à fond, et on se fait une grosse session, et on élimine toutes les catégories E pour toutes les espèces, ou tous les limicoles, ou tous les canards, parce que ça va super vite. Des cris de 30 secondes, quand on a copié-collé l'espèce et qu'on est sur toutes les espèces, on peut tomber une espèce en entière sur l'ensemble des Nightflight Codes de Xenocanto en moins d'une demi-heure. Et ça, c'est génial, parce que c'est un apport extraordinaire, encore une fois, pour la base de données. Même si le cerveau de Louis est exceptionnel, c'est plutôt la base de données qui a besoin d'être exceptionnelle, plus que le modèle en lui-même. Vilain flatteur. Je pense qu'on a fait le tour, donc c'est peut-être le moment de mettre la dernière slide de nouveau, pour voir si elle suscite des questions, et de vous laisser tranquille, parce qu'il est quand même tard le soir, et après ce long journée que vous avez eue en France, il est lent d'aller faire autre chose. Donc voilà ce qui vous attend, ce qui attend la communauté NBM. On essaiera de refaire un webinaire d'ici la fin de l'année, peut-être pour la migration retour. Mais d'ici là, le projet continue, vous pouvez y contribuer, vous pouvez utiliser les résultats sans y contribuer, c'est pas obligé. On fait ça bénévolement, volontairement, et surtout avec plaisir et avec passion. Merci. 19h, pile à l'heure. Merci Andy. Bonne soirée, bon appétit, et puis à la prochaine. Bonne journée à toi. Bonne Merci. soirée.